Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième conférence d'une série de 3 présentée dans le cadre de la 24e édition des Journées de la culture qui a pour thème cette année les 1001 métiers de la culture. Vous l'avez déjà entendu, mais je voulais dire, vous aurez le privilège aujourd'hui d'entendre et de rencontrer Pierre Tardif. Une question. On va pouvoir faire la nomenclature des 1001 métiers? Non, okay. On n'a pas le temps. Alors, Pierre est un être aussi coloré que ses créations et ses pots de peinture, vous allez voir. Tout est bien en brun, coloré. Alors, Pierre peint des enseignes, entre autres, de la façon la plus traditionnelle qui soit, à la main. Et ça, même aujourd'hui où les technologies prennent de plus en plus de place et détrônent ces métiers traditionnels. Ensemble, nous vous ferons la démonstration de l'importance de préserver et d'honorer ces savoir-faire uniques. Pendant la conférence, comme on l'a déjà fait en intro, vous avez tout le loisir de poser vos questions, levez la main, vous me faites signe, Pierre vous voit, on interagit tout au long de la rencontre. Vous êtes assez distancés, donc il n'y a pas de souci par rapport au masque et tout ça, mais je vous demanderai de rester jusqu'à la fin pour respecter les consignes de distanciation. Métiers et traditions, tiens à remercier chaleureusement ses partenaires sans qui cet événement n'aurait été possible. La Ville de Longueuil, Stéphanie Lacaire, Stéphanie Brio, qui nous soutiennent de formidable façon dans nos projets. Serge-Olivier Sauvé et ses acolytes, Jules, merci d'être avec nous ce matin, qui ont mis en lumière cette fabuleuse église, et les membres du conseil d'administration de Métiers et Traditions qui sont ici pour nous accueillir. Yann Vadnet, qui va filmer pour graver ces moments-là dans notre mémoire collective aujourd'hui. Alexandra, ma collègue, et Mathéo, qui sont dans l'organisation de l'événement avec moi aujourd'hui. Donc, finalement, merci juste de respecter les consignes. On est obligé de le répéter 50 fois. Bonne conférence. C'est moi qui anime avec Pierre ce matin. Donc, c'est déjà parti. Merci d'être ici, Pierre. Bienvenue. Merci de l'invitation. Tu es parti à quelle heure ce matin? 6h15. Parce que tu viens d'où? Je viens de Grondines, Deschambault-Grondines, un beau petit village là, entre Québec et Trois-Rivières, sur le bord du fleuve. C'est magnifique. C'est un très, très bel spot, endroit. Oui, vraiment. Un beau spot. On est en amour avec la place. Fait que Pierre, qu'est-ce qui fait que tu es autant passionné de lettrage? On vient de voir une photo, là. On vient de voir une photo, OK, en noir et blanc. Là. Je ne sais pas si on est capable d'y revenir. Ça, là, c'est ce qui m'a allumé sur le lettrage. Quand j'étais Bocu, parce que mon père m'a toujours appelé Bocu, moi, je me suis rendu compte que mon nom était Pierre rendu à l'école. Là, parce que je pensais que mon nom, c'est Bocu. Je suis temps d'arriver en maternelle qui m'appelait Pierre. Je disais, OK. Puis quand j'étais à Bocu, j'allais à la piste de course, l'autodrome Val-Bélair. Anciennement, ça s'appelait le Québec Modern Speedway, là, que les vieux se rappellent des années 60-70. Moi, je parle des années... Peut-être, j'ai commencé à aller là peut-être vers 8-9 ans environ. Là. Ça veut dire, on parle de 78-79. À cette époque-là, les stock cars, c'était tout lettré à la main. C'était tout peint à la main. Puis moi, j'aimais les voitures, un petit gars, tu sais, j'aimais la vitesse, j'aimais les sons des moteurs. Mais au-dessus de ça, j'aimais le lettrage. Ça me passionnait. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a accroché. Écoutez, une passion, ça vient d'en dedans. Hein. C'est inexplicable. Moi, j'ai l'impression que personne ne peut expliquer ça. On peut expliquer d'où ça vient, puis c'est où que ça nous a accroché. Puis moi, c'est réellement à la piste de course. T'sais. Puis après les courses, on avait le droit d'aller dans les puits pour rencontrer les pilotes, puis voir les voitures de près. Mais moi, j'avais hâte d'aller voir le lettrage de près sur les voitures. Puis dans le fond, qu'est-ce qui était lettré? C'était les logos des commanditaires? C'était nom des... On parle même pas de logo, là, c'est du lettrage à main élevé. Là, comme on a vu, là, à Val-Bélair, il y avait un restaurant qui s'appelait Réginal Snack Bar. Fait que c'était écrit dans le côté de la voiture. Réginal Snack Bar, avec le chiffre. Du logo, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. Ben, il y avait des logos qui existaient à cette époque-là. Il y avait des logos, sauf que c'était un circuit de stock car local. C'était des commanditaires locaux. Fait que souvent, les petits commerces n'avaient pas de logo. Il y avait une écriture, un style d'écriture en particulier. C'était pas nécessairement un logo respecté comme les multinationales qu'on voit aujourd'hui. Non, exactement. Puis toi, tu fais ça depuis quand, ce métier-là? Depuis combien d'années? Ben, à mon compte, depuis 1988. Mais à 10-12 ans, je lettrais déjà mes tacos, là, mes boîtes à savon là, chez nous, là, avec des petits pinceaux là, que mon père me procurait, puis de la peinture. Et tu lettrais d'autres choses aussi. Je pense que tu lettrais toutes, non? Des Hot Wheels? Oh, oui, je lettrais des Hot Wheels. Je lettrais pas mal tout ce qui ne bougeait pas. Là. Moi, quand ça ne bouge pas, je le lettre. Je le peinture. Puis,
T'as-tu été à l'école? As-tu été formé? Comment que tu as appris ce métier-là? J'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai fini mon secondaire, puis par principe, j'ai commencé un cours en dessin publicitaire par la suite, qui se donnait à l'école professionnelle de Rochebelle dans ce temps-là. C'était un cours qui englobait tous les métiers publicitaires. Parce que, tu sais, à 16-17 ans, j'ai beau dire, j'étais passionné sur le lettrage, j'étais passionné des arts en général. Le lettrage, un petit peu plus, mais beaucoup les arts, tu sais. Fait que, on parle de 1987, ça, c'est l'introduction des ordinateurs à cette époque-là dans le domaine. Par contre, on faisait le tour, l'aquarelle, la gouache, tous les métiers de l'imprimerie, la presse offset, les caméras pour prendre la photo, puis faire des montages de pages de journal, de publicité, les encres, les tire-lignes, donc on se parlait en préambule. Mais il y avait une petite section sur l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui m'a kické out de ce cours-là parce que je ne voulais pas faire de l'ordinateur. J'ai eu des petits jobs qui ont duré 1 mois ou 2. Puis c'est réellement mon père qui m'a donné le coup de grâce parce que je ne gardais pas de job. Parce que, je ne sais pas, je ne gardais pas de job. Il fallait que ça marche à ma manière partout. J'ai toujours cette maladie-là. Là. Mais, puis mon père, la dernière job qui était d'un atelier de céramique que j'ai lâché, mon père dit, écoute, tu ne garderas jamais de job avec le caractère que tu as. Pourquoi tu ne te pars pas en lettrage? Tu es bon là-dedans. Puis il m'a installé un coin dans le sous-sol, puis je me suis parti à mon compte à 18 ans dans le sous-sol de En fin de compte, lui, il avait vu en toi un talent que même toi, tu n'avais pas identifié. Oui, puis mon père était pompier, avant ça, joueur de hockey, mais il y avait toujours des amis en business. Fait qu'il m'apportait des enseignes à faire pour ses chums. Tu sais. Une petite pancarte à faire pour un de mes chums. Là. Fait que moi, je faisais ça, tu sais, dans le sous-sol, à temps partiel. Là. Fait que j'avais déjà une légère expérience quand je me suis parti à mon compte. Fait que dans le fond, tu n'as pas eu de maître ou quelqu'un qui t'a transmis. Là, si on parle de transmission, nous, qui est la mission de Métiers et Traditions, toi, tu n'as pas eu de j'ai jamais eu de maître. Ton œil qui a... Oui, c'est ça. J'ai jamais eu de maître qui m'ont enseigné proprement le lettrage. J'ai appris pratiquement tout par moi-même sur le tas. À regarder des pancartes, à voler des pancartes. À voler des pancartes. Je prenais des pancartes sur le bord du chemin, je les apportais chez nous, des petites pancartes avec du lettrage, puis j'essayais de copier, puis j'essayais de figurer comment c'était fait, ça. C'est super, c'est super. Là, j'aimerais que tu nous expliques quand même quelque chose, moi. C'est quoi la différence entre un typographe, un calligraphe et un lettreur? Parce qu'on est tous dans le domaine de la lettre. Mais c'est quoi les nuances dans ces 3 métiers-là? Ben, le typographe, c'est lui qui va créer des lettres, des fontes, qu'on appelle des fontes, ça vient du domaine de l'imprimerie, là, pour les caractères d'imprimerie. Fait que c'est lui qui va créer un alphabet que vous allez vous servir sur votre ordinateur dans votre programme de dessin. Ça, c'est le typographe. J'ai des copains qui sont typographes, tu sais, qui gagnent le vie à créer des styles de lettres. J'ai un style de lettres sur le marché aussi. C'est un script qui est mon script à moi, que tu peux acheter sur le marché. Ça s'appelle Aloha Script. Aloha Script? Oui, c'est un amalgame de... Vu que je ne travaille pas à l'ordinateur, c'est un amalgame de moi et un de mes copains qui est à Seattle, Charles Borge, qui est typographe, qui réalise juste les lettrages pour vendre à des designers graphiques. Ça, c'est un typographe. Lui, il crée l'alphabet de A à Z parfaitement pour que tout fonctionne aujourd'hui dans votre ordinateur, mais à l'époque, c'était dans les presses. Tu sais. Un calligraphe, c'est lui qui travaille pour les documents officiels, travaille avec des plumes, travaille aussi avec des pinceaux, mais le calligraphe va travailler surtout pour faire des documents officiels, des affaires de la reine, ou des présidents, tu sais, la déclaration d'indépendance américaine, tu sais, c'est tout calligraphié. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, la calligraphie est devenue un art parce que il y a une forme de calligraphie comme le jazz, le free jazz. À ce temps, il y a les calligraphes qui gagnent leur vie juste à créer des œuvres d'art lettrées en calligraphie. C'est souvent sur papier, de petits formats, c'est jamais sur gros format. Puis le lettreur, c'est un gars comme moi qui est main sale puis qui est dans térébenthine à longueur de journée, puis qui va lettrer des enseignes, des murs de briques, des vitrines, des camions, toutes sortes de choses, à la peinture, dans la plupart des cas de façon permanente. Puis en fait, justement, vu que tu parles que tu lettres des portes de camions, des enseignes, as-tu une surface de prédilection? Y a-t-il quelque chose sur lequel tu préfères travailler? Le plus lisse possible.
Je dirais une vitre, mais une vitre, il y a tellement de reflets de l'autre côté, il y a tellement de choses que ça me plate à lettrer parce que des fois, tu ne sais pas où tu t'en vas. La semaine passée, j'ai lettré une vitre à Montréal, sur la rue Bernard, là, Bodkin Tattoo. Puis les murs sont blancs à l'arrière, puis je lettre une lettre blanche. C'est compliqué à savoir où tu t'en vas. Mais la surface, l'idéal, c'est le plus lisse possible. Là. C'est le fun là, quand c'est lisse. Ou un mur de briques bien rough avec des lettres bien grosses. Ça, c'est le fun à faire aussi. Si vous voulez voir quelque chose que j'ai fait de pas pire sur la rue Saint-Jacques, Harley-Davidson, Montréal, quand ils m'ont appelé, ça fait 8-10 ans que j'ai fait ça. Quand ils m'ont appelé, ils ont dit on aimerait ça, Harley-Davidson, Montréal, sur le mur de briques, mais on voudrait que ça ait l'air là depuis 100 ans. Fait que c'était des grosses lettres de 5 pieds de haut. Puis tu l'as patiné, tu l'as pour... Oui. Mettre du vernis dans la peinture pour que la peinture soit translucide, transparente. Puis, tu sais, on passe pas les coups de pinceau ce qu'il faut pour cacher comme il faut la brique. Là. Okay. Puis quand on passe devant, on jurerait que c'est là depuis 100 ans. C'est Harley-Davidson Montréal, c'est sur la rue Saint-Jacques, dans l'ouest de Montréal. Je connais pas Montréal plus qu'il faut. Mon GPS connaît Montréal. Puis ici, justement, il y a une exposition de graffeurs à la Maison de la Culture à côté, si jamais ça vous dit d'aller faire un tour. Est-ce qu'un graffeur, c'est un lettreur? Je ne sais pas, il faudrait que je check dans le dictionnaire, parce que je ne sais pas c'est quoi un graffeur. Ceux qui font des graffitis. Un graffiteux. Avec des textes. Là. Un graffiteux. Un graffiteux, c'est une sorte de lettreur. Peut-être pas traditionnel, mais c'est une forme de lettrage. Oui. Puis il y a du talent là-dedans. Là. Il y a du talent là-dedans. Moi, je trouve ça horrible parce que c'est du vandalisme la plupart du temps, mais il y a beaucoup de talent là-dedans. Là. Mais là, on vous rassure, la Maison de la Culture, c'est pas du vandalisme. Là. Elle a été faite, c'est une expo conçue pour ça. Vous irez, c'est juste à côté. Je ne sais pas, est-ce que c'est ouvert, Stéphanie, aujourd'hui? Ouvert jusqu'à 5 heures aujourd'hui, si ça vous tente d'aller faire un tour. L'autre chose aussi que j'ai remarqué par rapport au lettrage, c'est que je vois pas beaucoup de femmes, moi, dans le portrait des lettreurs. Est-ce que c'est seulement un métier d'homme? Non, il y avait des femmes, mais très peu. Pourquoi? À cause? J'ai aucune idée. Puis dans ce cas-là, c'est pas comme la police, là, c'est pas une question de physique. Là. J'ai aucune idée. Ça n'a peut-être jamais attiré les femmes, ou je sais pas. Là, le fait d'avoir les mains pleines de térébenthine tous les jours, peut-être que ça peut attirer pour les femmes. Là. Parce qu'on regarde vraiment la communauté, puis c'est vraiment une communauté assez masculine. La nouvelle génération de lettreurs qui a apparu il y a environ une dizaine d'années, je vous dirais qu'il y a environ 35% de femmes, je dirais. Je parle au niveau international. Là. Et d'après moi, il y a 30-35% de femmes. Les workshops que je donne, parce que je donne des workshops de temps en temps, je suis appelé à donner des workshops, j'ai été en donner en Europe, au Canada. Puis, il y a, je vous dirais que plus que la moitié, c'est des femmes qui participent au workshop. OK. Ça veut dire que c'est peut-être eux qui vont transmettre ça par la suite. Là, ce que je propose, Pierre a amené une porte vierge, donc... Pour pas... ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que lui, il est multitâche, il est capable de parler. En même temps qu'il peint, il n'y a pas de problème. On l'a vu à l'œuvre plusieurs fois. Nous, il a réalisé ça l'an dernier dans le cadre du 275e anniversaire de la ville de Saint-Constant. Et puis, combien ça t'a pris de temps à peu près, le triste enseigne-là? On a été là une après-midi, c'est quoi, 2 heures? Moi, peut-être 2h30, 3 heures. Hein, puis, il n'y avait rien. Tout ce qu'il y avait sur un bout de papier, c'était métier, tradition, et c'est tout, là, qu'on avait griffonné comme ça. Donc, il est parti comme il va faire sur la porte, c'est-à-dire pas de pré-modèle. Il y a pas... C'est ça aussi, je trouve, la nuance entre c'est parce que tu m'as fait une parenthèse à un moment donné, tu as dit, il y a des gens qui font du lettrage. Là, tu vas être capable mieux de l'expliquer que moi, mais qui font du lettrage, mais dans le fond, c'est pas du vrai lettrage qu'ils font, c'est qu'ils préparent leur modèle à l'ordinateur, puis ils vont le reproduire après à la main. Ça, pour toi... Écoutez, là, faire une histoire courte, prendre une gorgée d'eau. Faire une histoire courte, c'est jamais court, là. Moi, je suis parti à mon compte en 1988, OK? En 1988, là, de ma mémoire, là, tout était lettré à la main pratiquement. Dans la région de Québec, il y avait une personne qui s'appelait Jean-Paul Gaumont, lettrage Gaumont, qui avait un ordinateur puis qui découpait au vinyle. J'ai une boîte à l'arrière brune là, que j'ai lettrée. Ça, c'est l'ancienne boîte à lettrage. Jean-Paul Gaumont lettrait dans les années 60 et 70. Il a lettré beaucoup pour Côté Enseigne. Je ne sais pas si vous êtes amateur d'art. Bruno Côté, si ça vous dit de quoi, le peintre? Absolument. Bon, Bruno Côté, c'était le fils d'un lettreur.
Moi, je dis pas que c'était un lettreur. Tout le monde dit que c'était un lettreur, mais moi, j'ai 2-3 personnes qui ont travaillé pour Bruno comme lettreur, puis ils ont dit, côté, c'était pas un lettreur. Il faisait un R. C'était tout ce qu'il faisait. Il dit, quand tu arrivais sur une pancarte, tu étais rendu au R. Il dit, Bruno Côté arrivait, montre-moi, Colin, m'a te montrer comment on fait un R. Puis il était impressionnant, Bruno Côté, des bonnes mains et tout, là. Mais il avait hérité, lui et son frère, il avait hérité de la shop d'enseigne de leur père à Québec. Ça s'appelait Côté Enseigne. Jean-Paul Gaumont a travaillé là bien des années. Puis ça a été son 5 kit pendant à peu près 20 ans qu'il m'a vendu, là, 4-5 ans. Puis si vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a 2 photos de Jean-Paul qui est rendu à 85 aujourd'hui, là, mais c'est un excellent lettreur, Jean-Paul. Les shops de lettrage à Québec, ils se battaient pour l'avoir parce qu'il était rapide. Sauf que c'est un lettreur, comme on dit, c'est un lettreur. Moi, je suis un lettreur de passion. C'est en dedans, j'aime ça, lettrer. J'aime ça, puis c'est difficile pour les gens de comprendre ça, mais moi, mes vacances, c'est du lettrage. Je m'en allais dire, est-ce que tu fais ça dans tes temps libres en plus? Ben oui, mais je le fais pour moi. Tu sais, ce que je vais faire, ça va être du lettrage pour moi. C'est sûr que quand je vais lettrer un camion, ben j'ai les contraintes du client. Oui. J'aime ça, faire du lettrage pour moi, dire, j'ai pas de contraintes aujourd'hui, je fais ce que je veux, comme je fais sur mes boîtes de lettrage, puis quand j'ai le temps, tu sais, sur mes véhicules, quand j'ai le temps, mais j'ai jamais ce temps-là. Il y avait une catégorie de lettreurs qui étaient, eux autres, c'était des lettreurs, c'était une job. Ils apprenaient le métier. N'empêche que c'était des excellents lettreurs, OK? Très bons, faisaient un super script, tout, mais c'était un métier, c'était une job de 8 à 5. 5 heures par le cul de pinceau, c'était fini. Puis moi, par ma passion, j'ai été en contact avec la plupart des lettreurs dans la région de Québec, parce que je suis de la région de Québec. Jean-Paul, lui, c'était un bon lettreur, super rapide, mais lui, il avait trouvé une machine pour être encore plus rapide. Fait qu'il s'est acheté une machine à découper du vinyle en 1985. Puis ça a été le seul pendant 4-5 ans à avoir une machine à Québec, tu sais, puis rouler. Fait que moi, quand je me suis parti à mon compte, 90% de l'ouvrage à Québec, c'était encore fait à la main. J'étais encore inspiré d'un bord puis de l'autre avec ça. Puis en 93, ça a viré, là, le vent a viré, là c'était l'ordinateur. Fait que là, je me suis acheté un ordinateur, j'ai fait du vinyle. J'ai dit, il faut que je fasse du vinyle, il faut que je gagne ma vie, il faut que je fasse des enseignes et tout. Puis au bout d'un an, j'ai revendu tout ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Puis j'ai fait de la vitrine promotionnelle pendant une dizaine d'années, des grosses peintures, des grosses murales pour les spéciaux chez les concessionnaires, ce qu'on appelle le Windows Splash. Oui, ça, mais il faut que tu parles de ça, du Windows Splash, absolument, parce que moi, je ne connaissais même pas. Moi, j'avais été inspiré. Tu sais, le métier de lettreur, il y a plusieurs catégories. Puis, à l'époque, les gens étaient capables de spécialiser parce qu'il y avait tellement une grosse demande. Écoutez, si vous vous promenez partout dans Longueuil, vous envoyez de l'enseigne partout, là. Maintenant, c'est tout fait à l'ordinateur. Mais à l'époque, c'était tout fait au pinceau. Ça prenait des lettreurs pour faire ça. Fait qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés. Il y en a qui faisaient juste de l'enseigne lumineuse. D'autres faisaient juste de la banderole. Lui, il fait juste de la vitrine en feuille d'or. Tu sais. Il y avait des métiers spécialisés. Puis un de ceux-là, c'était du Windows Splash qui expliquait... Ça n'existait pas nécessairement ici au Québec, ça, ce style-là. C'est des grosses vitrines fluorescentes peinturées. Moi, j'ai vu ça dans des revues américaines au début des années 90. C'est venu au monde sur la côte ouest américaine, où ils pouvaient peinturer avec de la peinture à l'eau, dans les vitrines, en fluorescent, les promotions des concernants automobiles. Je suis certaine que tout le monde a déjà vu ça quelque part, quand même, ces grandes... Ici, au Québec, vous avez vu ça, parce qu'on a rempli, je vous le dis, là, on a rempli les vitrines du Québec pendant des années avec ça. J'avais 8 employés à un moment donné, parce que ça a tellement grossi, là. C'est ça. Fait que, moi, quand j'ai décidé de vendre l'ordinateur, j'ai dit, je ne peux plus nécessairement retourner au pinceau, parce que tous les gens, maintenant, ils veulent ça au vinyle, sur leur camion, sur leur véhicule. C'était encore au début des années 90, c'était le début des locations de véhicules. Fait que les commerces, ils louaient un véhicule. Fait que c'était plus facile d'enlever du vinyle au bout de 3 ans que d'enlever du lettrage peinturé. Fait que je ne pouvais plus nécessairement retourner au vinyle, faire du commercial. Fait que moi, j'avais trouvé ce marché-là. Je m'étais inspiré des revues américaines. Puis j'avais un employé dans ce temps-là, puis j'avais dit, on va faire du Windows Splash. On va se promener d'un concessionnaire à l'autre avec nos caisses, notre peinture au latex, puis on va peinturer les spéciaux des voitures, on va aller faire les chaînes de fast-food. Puis on a fait beaucoup. Ce qu'on va faire. Oui, on a fait beaucoup. Raconte combien tu faisais. Écoutez, le nommer, là, lequel au début, on faisait ça directement dans les vitres, on se promenait d'une place à l'autre, mais à un moment donné, les chaînes comme Burger King, Valentine, ils voulaient nous avoir. Mais là, Valentine, il y avait 105 restaurants à la grandeur de la province. Fait que oui, on peut lettrer les 105 restaurants, mais ça va prendre un mois. On va faire 2-3 restaurants par mois, maximum. Ça va prendre un mois, mais eux autres, leur promotion, elle dure un mois. Fait que là, il fallait trouver une technique.
J'ai commencé à lettrer sur du papier Tyvek. Papier Tyvek, là, c'est une fibre de plastique qu'on met à l'extérieur des maisons qui est indéchirable et qui résiste aux intempéries. Fait que nous autres, on lettrait en atelier sur papier Tyvek, puis on allait le coller dans les vitres. On était capable de faire 25-30 restaurants par jour. On faisait juste le coller, puis on allait à l'autre place, puis j'avais des... Puis ça a grossi. C'était quand même tout fait à la main sur le Tyvek. C'était fait à la main, mais on imprimé sur une bannière grand format. C'était à la même grosseur, c'était géant, c'était énorme. Hey, on a fait, je ne sais pas si on a battu un record mondial, mais on a fait Arnold Chevrolet à Jonquière. Il y avait une façade de 125 pieds. Puis on a beurré ça. Liquidation 2003, on a beurré ça en vitrine. Là, ça avait 10 pieds de haut par 105 pieds de long. Fait que, non, on n'avait pas de limite. Puis à un moment donné, on a eu Harvey's, à grandeur du Canada. Mais là, on ne pouvait pas l'installer là-bas. Fait que ce qu'on a fait, on a trouvé une manière de production rapide à sérigraphie. Tout était traditionnel quand même. Au niveau du style. Ouais, c'est ça. On a imprimé à sérigraphie des posters de 3 pieds par 6 pieds qu'on a shippés pendant 2 ans et demi à Harvey's, à grandeur du Canada. Fait que c'est ça. Ça, c'est la période Windows Splash. Par contre, moi, mon but dans la vie, ça a toujours été de m'éloigner de la technologie le plus possible. Tu sais, m'en éloigner commercialement pour pouvoir gagner ma vie. Parce que ça, je sais que tu vas me poser la question, gagnes-tu ta vie? Oui, je gagne ma vie. Mais, oh, je gagne ma vie, la preuve, je suis ici aujourd'hui. Mais ça a toujours été de m'éloigner de l'ordinateur et de la technologie. Mais des fois, je pense pas aussi vite que la technologie pense. Puis, l'ordinateur nous a rattrapés dans ce domaine-là. Nous autres, on se disait, ben écoutez, des bannières de 12 pieds par 30 pieds, là. Personne ne peut faire ça. Ça se fera pas à machine, ça. Voyons donc, ça se fera pas à machine. Puis à un moment donné, ça nous a rattrapés. L'autre affaire qui nous a rattrapés, c'est la mondialisation dans ce domaine-là. La mondialisation qui a tué l'individualité des petites villes puis tout, c'est que nous autres, on avait beaucoup de McDo. Juste pour vous donner un chiffre, on en roulait pour 150 000 pièces par année, juste des McDo. So, juste les McDo, on le faisait, on avait les McDo ici, on avait une centaine de McDo dans le Midwest américain, par un contact qu'on avait là-bas, qu'on roulait 2 runs de promotion par année. Tu avais un lecteur. Ah non, OK, nous autres, c'était roulé dans des tubes, puis on shippait ça là-bas. OK. Et puis, à un moment donné, juste le meilleur exemple, c'est McDo. Ils ont décidé que, écoutez, il n'y a plus un McDo sur la planète qui va avoir le droit d'afficher ce qu'il veut ou faire des promotions légales. Nous autres, on avait les 35 McDo de la région de Québec, puis quand ils se réunissaient, ils disaient, bon, ben nous autres, là, à Québec, là, en septembre, ça va être le Big Mac à 99 cents. Fait que là, ils appelaient Tardy, puis ils disaient, Tardy, nous autres, on a besoin de bannières pour nos 35 restaurants Big Mac 99 cents. Nous autres, on avait toutes les mesures des vitrines, fait qu'on produisait tout ça. Moi, j'avais 3-4 employés qui travaillaient, tu sais, à les barbouiller. On montait à 8 employés à un moment donné. Puis là, McDo, ils ne voulaient plus, là. Fait que ça, j'ai perdu ça. J'ai perdu beaucoup par rapport au corporatif. Il faut que tout soit pareil partout. Oui. Parce que moi, c'était très individuel. C'est ça. Je ne peux pas produire pour McDo à grandeur du monde. Puis l'autre affaire, c'est l'impression numérique qui est rentrée sur le marché à peu près dans le même temps. T'sais, là, on parle du début des années 2000. Des 2000, oui. Fait que là, ça a été le déclin de moi faire du Windows Splash, de faire exclusivement ça, parce que pendant une période d'environ 5 à 8 ans, j'ai juste fait du Windows Splash. Je ne faisais pas de banderole, je ne faisais pas de vitrine, je ne faisais pas de lettrage de camion. Là. Puis, il y a une production cinéma qui m'a contacté parce qu'il voulait de quoi de lettrer à la main, par un contact que j'avais dans le lettrage. Puis ça m'a rallumé. J'ai dit, il y a un marché là-dedans. Il y a un marché soit dans le cinéma ou il y a un marché pour reproduire les choses du passé. Puis je me suis lancé dans ce marché-là. Puis d'ailleurs, en parlant de choses du passé, toi, tu es membre de Métiers et Traditions. C'est Christine Bertrand qui est allée te chercher, la fondatrice de Métiers? Oui, c'est quoi la relation avec Métiers et Traditions, justement? Ben, Christine m'avait appelé pour que je participe au Festival des Vieux Métiers. Puis elle t'a trouvé comment, Christine? Comment, tu sais pas? Faudrait lui demander. OK. Je suis pas sûr. OK. Pas sûr. Donc, elle t'a parlé du Festival des Vieux Métiers qui avait lieu dans le Parc Saint-Marc, puis elle t'a demandé de te lettrer dans le cadre du festival à peu près toutes les enseignes des artisans qui étaient présents. Oui, on est lettré pas mal. Là. Leur empailleur, le forgeron et tout ça. Là. Je m'ennuie de ça. C'est le fun, le Festival des Vieux Métiers. Pierre veut qu'on ait un festival encore. On va peut-être en organiser un ici. Mme Garand aussi, elle aimerait ça. La nostalgie. Mais, puis après, c'est ça, t'as parti le mouvement Letterheads. J'ai pas parti le mouvement Letterheads. Ah, t'as pas parti. Non, excuse-moi. Il existait, mais tu l'as
Écoutez, comme je vous disais, il y a deux catégories de lettreurs. Il y a le lettreur de métier, que lui, à 5 heures, il regarde la télévision, puis il fait d'autres choses, il va jouer au golf, puis à 65 ans, il prend sa retraite. Puis il y a le lettreur dans le sang, comme moi, puis comme bien du monde sur la planète, qui sont maniaques puis passionnés. Puis on appelle ça le mouvement Letterhead. Ça a parti en 1975. C'est 8 artistes lettreurs des États-Unis qui se sont réunis une fin de semaine, puis ont décidé de faire du lettrage, puis d'échanger sur le métier, puis se donner des trucs, puis tout ça. Puis le mouvement est parti de 8, aller jusque... Ça, c'était en 75. En 2000, ils ont eu le 25e anniversaire des Letterhead, puis il était 575 personnes sur la planète. Moi, j'ai organisé 2 Letterhead, French Kiss a Brush, que j'ai appelé en 2003, à Québec, dans mon atelier de Québec. J'avais un atelier plus grand que l'église ici à cette époque-là. Puis on était environ 120 lettreurs qui venaient ça venait de partout, aux États-Unis, au Canada, Australie, Angleterre, France, ça venait de partout. Puis j'en ai organisé un deuxième en 2018 à Québec aussi. On s'est ramassé une centaine. Le mouvement Letterhead est plus petit que ça a déjà été, mais il y a encore beaucoup de passionnés. Puis il y a des événements un peu partout sur la planète. Comme là, j'ai été invité pour donner... Dans le cadre d'un événement Letterhead, où on se rencontre, on se réunit, on appelle ça un panel jam. Ça veut dire que il y a de la peinture qui est là, puis il y a des panneaux, puis on peinture ce qu'on veut, puis on se donne des petits trucs. Puis au travers de ça, il y a des workshops. Il y a du monde qui vont donner un workshop. Fait que moi, j'ai été invité à Helsinki, en Finlande, en février, puis je pense pas que ça va avoir lieu. En février prochain? Okay. Je pense pas que ça va avoir lieu comme c'est là. Pour aller donner un workshop de script dans le cadre du Letterhead en Finlande. OK. Puis tu nous diras peut-être à la fin comment on fait pour suivre ça. On fait Letterheads, puis on est capable peut-être... Ils ont-tu une page Facebook? C'est un mouvement non officiel. Il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de page Facebook. C'est un mouvement tellement non officiel que moi, quand je décide d'organiser un Letterhead, c'est pas clandestin, on se connaît tous. Puis à cette heure, c'est encore plus facile de se reconnaître. Avant Facebook, on se rencontrait sur Letterville, puis par les revues de lettrage. Fait que moi, quand j'ai organisé mon Letterhead en 2003, vu qu'il n'y avait pas de Facebook, puis qu'il n'y avait pas les moyens modernes, on avait Letterville, qui était un site Internet qui était pour les lettreurs, puis il y avait les revues de lettrage, où tu passais des annonces. Okay. Là, ça se passait par téléphone puis tout. Maintenant, c'est Facebook, c'est tellement facile. Fait que quelqu'un qui veut organiser un Letterhead, il a juste à regarder le calendrier, faire sûr qu'il n'y a rien cette date-là, puis dire, j'organise un Letterhead telle date, puis là, okay. ça se répand comme une traînée de poudre. Oui, je ne savais pas que ça existait. Ce que tu pourrais faire aussi, moi, je pense que ça peut être intéressant de savoir avec quel matériau tu travailles. Fait que dans le fond, pendant que tu fais ton... Tu vois, comme je regarde, j'ai une spécificité là, qui m'intrigue dans les lettreurs, c'est la forme de vos pinceaux. Oui. Les longs, tu sais, il y a une particularité. Les poils de pinceau sont assez longs. Là. Vous voyez ça, là? Ça, en général, lui, c'est moitié synthétique, moitié naturel. C'est dans 90% des cas, les pinceaux à lettrage, c'est du poil d'écureuil. D'écureuil. Oui, du poil d'écureuil. Bien, il y en a plein. Oui. On peut te fournir... Écureuil gris, écureuil brun. Ah oui. C'est les deux grandes catégories. Écureuil gris qui est pas mal plus stiff un peu, il est plus dur. Puis écureuil brun qui est vraiment mou. C'est ça. Les poils sont longs pour pouvoir réaliser des longues lignes sans avoir à arrêter. Ah. Charger le pinceau comme il faut, puis d'aller en haut, en bas. Je vais lettrer dans 2 minutes. On va commencer ça. Okay. Ça, c'est des grosses moppes. Une grosse mop en écureuil brun. Wow. Ça, on trouvait ça aller jusqu'à là, 15 ans environ chez Omer Dessert. Chez Omer Dessert, ils vendaient encore du matériel d'enseigne, puis ils vendaient des pinceaux à lettrage. Et là, tu dis c'est fini? Non, c'est fini. Au Québec, là, il y a la Coop des Arts Saint-Laurent qui garde des pinceaux à lettrage. Je pense que c'est la seule place au Québec qui garde ça. Ah oui? Ouais, c'est rare. C'est étonnant. Hein? C'est rare. De la peinture. La peinture de prédilection de tout le monde, c'est One Shot. Ça, c'est de la peinture qui est formulée spécialement pour le lettrage. Écoute, ça a été créé en quelle année, One Shot? Ça n'a rien changé. 1948. 1948. C'est encore le même packaging, puis... pratiquement, sauf qu'aujourd'hui, regarde, l'étiquette est tout petite, puis là, c'est toutes des notices de sécurité. De dire, faut pas la boire, faut pas la sniffer, faut pas en mettre dans le bain, faut pas en mettre dans nos hot dogs. Ça, c'est important maintenant, là, de protéger les gens là, au maximum. Parce que c'est de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, oui. Mais dans le fond, la peinture à l'huile est importante dans ton cas parce que, comme le temps de séchage est plus long, ça a-tu une importance, le fait que le temps de séchage est plus long? Non, c'est la durabilité, l'adhérence. Okay.
il y a eu des peintures à l'eau en lettrage qui ont été développées, je dirais au début des années 2000. Il y a 2-3 compagnies qui ont émergé. One Shot vendait de la peinture, une version à l'eau. Ça n'a jamais toffé. Ça n'a jamais débloqué. Les compagnies faisaient 2-3 ans. Puis écoutez, je ne suis pas chimiste. Là. Moi, tout ce que je sais, c'est que oui, c'était bien le fun, mais ça séchait beaucoup trop vite. Oui, c'est ça. Quand tu fais un lettrage, il ne faut pas que ça sèche sur le pinceau. Ton pinceau vient gommant. Puis à un moment donné, le ratio eau-peinture, parce que vous allez remarquer, moi, quand je vais faire du lettrage, ça, c'est ma peinture, puis ça, c'est de la térébenthine. Parce que la peinture, aussitôt qu'elle sort de la canne qui est sur votre pinceau, elle commence à sécher déjà. Fait qu'au bout d'une couple de minutes, je vais ressaucer dans la térébenthine, je vais rajouter de la térébenthine tout le temps dedans. J'ai remarqué aussi que, tu sais, souvent, tu travaillais avec un carton. Oui, une palette. Ta peinture sur ta palette, ton carton, puis... OK. Oui, c'est ça. Il y a différentes techniques de lettrage, là. Comme il faut. Qu'est-ce que tu vas lettrer sur ta là, vu que je suis vraiment créatif à matin, puis j'ai bien des idées, puis on ne m'a pas aidé là-dessus, je vais écrire lettrage tardigrondine. Ça va être bien simple. La palette, c'est simple, c'est pour placer les poils du pinceau. C'est toutes les placer pour que la peinture soit étendue également d'un bout à l'autre du pinceau. Comme ça, quand je vais descendre une ligne, admettons, il n'y aura pas un blob de peinture, une goutte de peinture qui est restée dans le manche à quelque part, qui va sortir puis qui va pour que ma ligne soit consistante d'un bout à l'autre. Écoutez, le lettrage, ça s'est enseigné. Il y avait la plus grande école de lettrage, c'était l'école Carole Vanet, si je ne me trompe pas, à Montréal. Il y avait beaucoup de lettreurs qui ont été formés là. Ça a formé des années 70. Puis l'autre manière d'être formé, c'était de trouver un lettreur ou de trouver un atelier de lettrage pour être formé. Rentrer comme apprenti à quelque part, puis se faire former comme lettreur. Moi, quand je suis arrivé sur le marché, il n'y avait pas de lettreur qui était prêt à faire ça parce que l'ordinateur s'en venait, tout le monde le savait, puis tout le monde était protectif de leur métier. Bien, ça, c'est une question justement qu'on a posée à Pierre parce que y a-tu de la relève des élèves en lettrage? Hein? Pierre, c'est assez... pas sûr qu'il va être capable de parler en même temps. Le problème avec la relève, c'est on en a parlé un petit peu au début, là. Vas-y. Le style le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On parle d'un métier qui prend 3 à 5 ans d'apprentissage. Ça prend pas 6 mois, ça prend pas 2 mois, ça prend de 3 à 5 ans. Puis c'est pas Tardy qui vous le dit. C'est Tardy, puis tous les autres lettreurs à qui j'ai demandé la question, parce qu'à chaque fois que je rencontre un vieux lettreur, je lui demande comment ça prend de temps de former un lettreur. Puis tout le monde s'accorde à dire c'est 3 à 5 ans former un lettreur. Puis j'ai l'impression qu'on n'a plus ce type de patience-là, ce genre de patience-là dans la société puis dans la jeunesse d'aujourd'hui, de s'appliquer à quelque chose aussi longtemps. Fait que la relève, oui, ça sera le fun qu'il y en ait, mais je ne suis pas sûr qu'il va en avoir rapidement. Puis toi, quand tu donnes des workshops à l'extérieur, dans le fond, c'est plus c'est pas des classes pour apprendre. C'est quoi, dans le fond, tes workshops? Comment? Oui, c'est une classe pour apprendre. Écoutez, le lettrage... Des gens qui ont déjà de l'expérience ou... J'ai des gens qui ont un peu d'expérience qui viennent prendre mon workshop. J'ai des débutants. J'ai du monde qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie. OK. J'ai toutes sortes de monde dans mes workshops. Donc, tu assures quand même une certaine transmission, là. Oui, je donne la base. Je donne la base du lettrage. Ce qui est important d'apprendre, ce qui est important de savoir. La pratique, écoutez, les workshops que je donne, généralement, c'est 3 jours. Fait qu'on n'aura pas le temps de pratiquer assez en 3 jours pour dire que les gens vont être capables de réaliser du lettrage par eux-mêmes en 3 jours. L'autre chose aussi qui m'intrigue, comme tantôt, tu as fait ça en 3 secondes, ta base en blanc, là, lettrage. Tu as juste fait tracé à peine quelques lignes. Dans le fond, la lettre est dans ta tête. Tu sais déjà où tu t'en vas. Oui. Là, ce que je fais, je fais la base du lettrage. Je ne fais pas rien de trop compliqué ici, par manque de temps. Je vais faire ce qu'on appelle en termes de lettrage, le lettreur, un bloc. Il y a 3 styles de lettrage qu'un lettreur va faire le tour du quartier avec ça, là, puis il va faire une bonne carrière avec ça. C'est le bloc, qui est un lettrage très carré comme ça. T'sais. Le script va être un script à main levée. Je vais vous le faire à main levée. Là. Puis
un casual. À Québec, on appelait ça un cartoon. On appelait ça un style cartoon. Ça, c'est le lettrage le plus rapide à réaliser. Là. Ça se fait bien. Avec ces trois styles-là, la plupart des lettreurs, on parle des années 60, 70, 80, étaient capables de faire une carrière excellente avec ces trois styles-là. Ils variaient la grosseur des lettres, les largeurs, les couleurs, les ombrages, puis tout autour. Mais la base, c'est ça. Okay. Comme vous voyez, là, moi, ce que j'ai, là, supposons que je vais lettrer un camion. Ce que j'ai fait la semaine passée, jeudi, vendredi, parce que ça, c'était une autre affaire, j'ai fait un camion en feuille d'or. Le lettrage était en feuille d'or. Fait que je suis allé faire le lettrage avec la feuille d'or le jeudi. C'est la feuille d'or 23 carats. Puis, sur un camion. Le vendredi, ouais, c'est un camion de transport. Ouais, c'est un camion de transport. Okay. Puis, moi, quand j'arrive sur place, là, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai. Là. Moi, j'apporte ça, j'ai mon 5 kit, ce qu'on appelle un 5 kit, une boîte de lettrage. Fait que j'ai mes pinceaux. Tous mes pinceaux qui sont ici. J'ai mon tiroir à outils, les crayons, les tapes, calculatrice pour calculer comment ça va coûter à la fin, les cartes d'affaires au cas où. Tu sais. J'ai le tiroir pour mes contenants. Mes contenants de peinture. J'ai mes poches de ce qu'on appelle des pounce bags. C'est quoi des pounce bags? Bon, je vais vous montrer ça. Tant qu'à être ici. La petite poudre, là, qu'on mettait sur nos tables à dessin dans le temps? Ouais. Ça ressemble à ça. Puis, j'ai mon tiroir de peinture ici. Fait que ça, j'ai à peu près toutes les couleurs de base pour pouvoir partir avec ça, puis faire toutes les couleurs sur place. Tu vas faire tes mélanges, évidemment, là, au besoin. Tout dépendant des projets. Comme le projet à la feuille d'or, vu que le lettrage était légèrement plus élaboré, je l'ai fait sur papier avant. As-tu une feuille de papier que tu ne te sers pas? Absolument. Merveilleux. Mais elle a quelque chose en dessous, là? Non, j'ai pas besoin de rien en dessous. Fait que j'ai fait mon lettrage sur papier. Fait que j'arrive avec ce qu'on appelle... Il y a beaucoup de termes anglais en lettrage. Hein. Vu que c'est un vieux métier, ben, il y a beaucoup de termes qu'on ne connaît pas. Tu sais, on appelle ça un poncif. Tu sais, mais ça vient du terme pounce wheel. Ça, c'est un pounce wheel. Ceux qui sont couturiers ou couturières, vous allez connaître ça. C'est pour faire des patrons. Tu sais, ça perce des petits trous dans le papier pour pouvoir tracer. C'est trop lettre? Ça va? Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Hein? Vous les posez en même temps que Pierre travaille. Tu peux y aller avec les questions aussi. Un stencil, il va se les faire, ces stencils. Fait que là, je vais tracer juste une lettre. J'ai besoin de la démonstration. Il faut quand même une maîtrise de la typo, là. Tu sais, faut que la lettre soit dans... C'est ce qui est le plus difficile à apprendre dans le lettrage. Les gens, ils veulent sauter sur le pinceau rapidement. Quand je donne mes workshops, je leur dis tout, écoutez, on va faire du pinceau, découragez-vous pas ici, là. Mais si vous viendrez à moi là, pour un an, là, vous direz, je passe un an, je te donne un bon montant pour l'année, puis tu m'apprends vraiment à être lettreur, je vous le dis, là, les 9 premiers mois, vous allez juste faire de la table à dessin, puis tracer de la lettre. C'est important de connaître la lettre, parce que c'est pas le pinceau qui fait la lettre, c'est la tête puis la main. Là, j'ai fait un R. Fait un R rapidement. Là, oui. C'est pour ça, c'est vraiment connaître ta typo quand même un peu, parce que sinon... Tu vas faire un R complètement distorsionné ou... Je vais me faire un petit coussin. Quand je travaille sur place, je me fais un petit coussin comme ça. Quand je vais travailler en atelier, j'ai un liège pour mettre en dessous. Fait que là, ce que je vais faire, je vais percer, je vais suivre mes lignes noires avec ma perceuse, mon ponce wheel. Ça, c'est une technique qui était utilisée parce que si on parle, quand c'était fait à la main, les camions, supposons les chips yum-yum. Ben, on parle de des flottes de camions là, de 50, 60, 75 véhicules là, qui étaient tous lettrés pareils. Là. Ben, le lettreur, il se servait de des poncifs comme ça. Il arrivait avec son pattern, il mettait ça sur le camion, il le ponçait, il l'enlevait, puis là, il suivait les lignes. J'ai une poche de poudre à bébé. Puis celle-là, ça, c'est de la poudre de charbon. Surface pâle, surface foncée. Fait que, on met le papier. Vous pouvez imaginer que ça, ce papier-là, ça peut avoir, c'est un camion de 30 pieds de long, il y a 30 pieds. Fait que, ce que je fais, je passe ça. Il est imprimé. Un trou.
Assez rapide. Fait que c'est ton stencil, c'est ça. Mme Garand dit. Fait qu'il y a certains camions qui sont plus élaborés, qu'ils veulent des styles de lettrage plus élaborés, que je ne prends pas de chance de le tracer sur place parce que je vais perdre trop de temps sur place. Mais aussi, oui, c'est ça. Je vais faire un atelier à l'avance. Puis tout ça, là, ouais, mais là, j'ai les mesures du camion. Moi, je fais mon traçage, je mets ça, j'arrive sur le camion, je le nettoie comme il faut. Puis justement, tu sais, on te voit un peu dans le texte, dans Libellé, pour te décrire, on disait que toi, tu travaillais jamais assis à l'ordinateur. Tu es à genoux, accroupi, debout, dans une nacelle. Je fais du yoga. Je fais du yoga. Tu es dans toutes sortes de positions. Oui. C'est quoi la demande la plus hétéroclite que tu as eue ou la plus étrange que tu as eue? Là? Hétéroclite? Ben, dans le sens la plus bizarre qu'on t'a faite comme demande d'aller lettrer quelque chose. À part, mettons, Harley Davidson, sa rue Saint-Jacques, là. Bizarre, je ne sais pas. J'ai lettré sur à peu près. Les canaux, parle-nous des canaux, justement, vu qu'on voit l'image, c'est intéressant. Oui, les canaux, les courses de canaux sur glace, que j'en fais une dizaine ou une douzaine par année, là, tout dépendant des années. Là. Ça, c'est lettré à la main. C'est tous les logos. Eux autres, ils me fournissent les logos officiels des commanditaires parce que c'est souvent des gros commanditaires, les courses de canaux. Fait que là, je reproduis les logos officiels. La raison que c'est pas fait à l'ordinateur, c'est que ça t'offre pas. Le vinyle ne résiste pas aux glaces. Quand il frotte ses glaces, il faut que ça soit peinturé. Il faut que ça soit absolument peinturé. Juste vous donner un exemple. Quand je reçois un canot, je le décontamine comme il faut parce qu'il y a toujours de la cire dessus, mais je le sabre au 60. Ça, c'est du gros papier sablé. Là. Puis là, après, je le peinture, le fond, puis là, après, je fais mon lettrage là-dessus. Ça résiste beaucoup mieux que le vinyle. Ils ont essayé le vinyle. C'est que le vinyle est très résistant à une bonne température. À mesure qu'on tombe dans les températures sous zéro, le vinyle devient là, friable, vraiment friable, fragile. Là. Puis quand il cogne dans les glaces, ça arrache complètement. Fait que c'est une des raisons. C'est un marché que j'ai hérité d'un de mes lettreurs, un de mes héros je ne dirais pas de jeunesse, parce qu'il n'est pas tellement plus vieux que moi. Alain Tondreau, il s'appelait Alain Tondreau, lettrage OT. Puis lui, il faisait beaucoup de canaux. Lui, là, il a vraiment fait beaucoup d'enseignes à Québec. Je pense que c'était le lettreur le plus prolifique à Québec. Il était super rapide, puis excellent sur le lettrage. Ce qu'il faisait, ça m'a toujours impressionné. Puis je suis devenu chum avec Alain avec le temps. Je suis allé lettrer un camion de bord laitier à son garage maintenant. Mais lui, il a lâché le lettrage. À cause? Parce que quand l'ordinateur est arrivé, lui, ça l'a écœuré bien raide, ça l'a mis dehors de ça. Il a travaillé pour son frère qui repeinturait des voitures dans un body shop. Puis là, il a ouvert son propre body shop. Puis ça, il manque. De temps en temps, il m'envoie des messages Facebook. Il dit je pense que ça me tente d'aller à ton atelier bientôt là, pour aller barbouiller un peu. T'sais. On voit que ça y manque. Ben, il était vraiment prolifique, Alain. Puis lui, il faisait tous les canaux parce que c'est un gars qui était super rapide. Là. Fait que quand il a arrêté de faire du lettrage des canaux, il me les a tous référés. Vas-y. On barbouille. Il y a des techniques qui sont utilisées par différents lettreurs. Il y a la technique main sur main, que je me sers de ma main gauche pour stabiliser mon autre main. Il y a la technique à une main, avec le petit doigt qui va aller stabiliser la main. Vous allez remarquer que je retourne souvent aux mains sur main parce que c'est ma technique souvent que je préfère pour aller me stabiliser comme il faut. Il y a une technique qui n'est pas vraiment utilisée, que je ne connais pas personne au Québec qui utilisait ça, mais quand j'ai commencé à voyager un peu en dehors, aux États-Unis, surtout en Europe, la plupart des lettreurs en Europe, ils utilisent un maul stick. Vous avez sûrement déjà vu des peintres à l'huile qui vont utiliser un bâton pour stabiliser leurs mains. Beaucoup de mes contacts en Europe utilisent un maul stick. Là, j'utilise ma règle parce que j'en ai pas de maul stick. J'ai eu un téléphone d'un monsieur, attendez un peu, Denis Paquette. Il travaille sur un projet depuis 15 ans pour la protection des murales publicitaires au Québec, à grandeur du Québec. Puis il a été entendu seulement dernièrement. Puis il se bat là, comme un diable dans l'eau bénite là, pour pouvoir préserver ces murales-là. Puis il dit que depuis 15 ans, on en a perdu beaucoup, mais là, il serait capable d'en récupérer 5. Il va peut-être falloir refaire. Là.
Ça, c'est un manque au niveau gouvernemental. Le patrimoine culturel commercial est complètement oublié, complètement effacé. On voit des murales apparaître. Il y a 2 ans, il y en a une qui est apparue à Chicoutimi qui était superbe, là, une pub de cigarettes. C'est le bâtiment à côté qui ont défait, qui ont démoli. Puis il y avait une publicité qui était pratiquement intacte encore. Mais vu que c'était un contracteur, un promoteur, lui, il n'en a rien à cirer de ça, il a mis ça à terre, mais le gouvernement n'est jamais intervenu là-dedans, dans ça. La même affaire qui est arrivée à Trois-Rivières l'année passée, une pub d'environ 60 pieds de long de fourrure qui date des années 20. Puis là, ce que le gouvernement ne s'est pas impliqué, le ministère de la Culture ne s'est pas impliqué, mais le patrimoine de Trois-Rivières ont donné une subvention, ils offrent une subvention aux promoteurs pour pouvoir la préserver. Dire on va la faire restaurer, puis on va la préserver, puis tu sais, ça va devenir une attraction dans Trois-Rivières, cette publicité-là. Là. Moi, j'ai été appelé pour ça. Je trouve ça triste parce qu'on en voit disparaître, pas à tous les jours, là, mais on les voit disparaître une après l'autre, ces publicités-là. Là, puis à chaque fois, ça me fait... À la minute, c'est quelque chose qui n'est pas publicitaire, ça passe. Ça, il n'y a pas de problème. Écoutez, on pourrait partir là, sur ce qui se passe à Deschambault. Moi, j'ai créé des publicités à Deschambault pour des commerces, là, puis c'est toujours contesté dans la ville. La dernière, c'est Antiquité Deschambault. J'ai lettré le bandeau. C'est superbe, tout le monde trouve ça extraordinaire. Puis la ville, non, c'est trop gros, ça marche pas, ça rentre pas dans les règlements, puis tout. T'sais. À la minute que c'est plus artistique, oui, ça passe, mais le publicitaire, ça n'a jamais été considéré artistique. Hein. L'autre affaire que je vais vous montrer, ça, c'est une technique qui est apparue dans les années 60 pour accélérer le lettrage de beaucoup. Puis moi, je vous dirais que je lettre avec du tape la plupart du temps, parce que je suis appelé à recréer des affiches, de l'affichage historique. Je respecte toujours les méthodes de production de l'époque quand je la crée. Fait que si je réalise une affiche comme ça, dans le cadre d'une démonstration historique, ben, je vais la faire pas de tape. Je vais la faire avec les plus vieux pinceaux que j'ai, puis dire, regarde, je vais la faire comme il l'aurait fait dans le temps. Si quelqu'un m'apporte un véhicule de 1950, ben, je vais le lettrer pas de tape, parce qu'il ne prenait pas de tape dans ce temps-là. Le tape est arrivé tard dans les années 50, début 60, puis ça a pris un bon 10 ans avant que les gens s'habituent, parce que au début, c'était considéré comme un handicap. Oh, pas besoin de tape, voyons donc, pas besoin de tape, il a besoin du tape pour le lettrer. Fait que ça a pris du temps. Sauf que moi, quand j'ai appris à lettrer dans les années 80, c'était du tape tout le temps. Là. À la minute qu'on faisait un lettrage du bâton comme ça, là, un lettrage carré, un bloc, là, c'était du tape en haut et en bas. Puis vous allez voir la différence de vitesse. Là. Parce que ça se trouve être, excusez l'anglicisme, là, mais ton guideline, dans le fond, là. C'est comme tes guides. Oui. Je peux dépasser en haut et en bas. Là, vous avez vu, je ne me sers plus de ma palette. Là. Je vais dans la technique rapide. Là, je vais te poser une question. Pourquoi lettrer à la main encore en 2020? Parce que c'est le fun. Super. Courte réponse, hein? J'adore, c'est parfait. J'aime ça peinturer. Moi, j'aime assez ça peinturer, là, que si je ne suis pas capable de faire du lettrage, je vais peinturer des maisons. Je vais peinturer quelque chose. J'aime ça peinturer. Moi, j'aime ça acheter un vieux meuble chez un antiquaire et dire, bah, je suis content, je vais le vernir. Je vais le sabler puis je vais le vernir. Tu sais, j'aime ça. J'aime le feeling d'avoir un pinceau puis de. Et toi, t'es comme Astérix. T'es pas tombé dans Potion Magique, t'es tombé dans le one-shot puis des pinceaux. Obélix. Obélix. Oui. Ben, je suis tombé dans les pinceaux et dans le pinceau. Dans one-shot. Ouais. Ou c'est peut-être l'effluve du one-shot que tu aimes. Ben, peut-être que j'étais un peu accro à ça, mais... Ben oui, t'es peut-être drogué puis tu le sais pas. Il y a bien du monde qui le pense par rapport à l'odeur, mais ça, l'odeur, on s'habitue. Puis, est-ce que, selon toi, c'est un métier qui est en déclin? Qu'est-ce qui se passe? Il va Définitivement en déclin. Définitivement en déclin. Qu'est-ce qu'on va faire pour le protéger? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va appeler Tardy le plus souvent possible pour... Il fait faire tout ce qu'on en veut. Parce que, non, qu'est-ce qu'on va faire pour le protéger? Écoutez, dans les 10 dernières années, j'ai publié 3 DVD de lettrage que je vends au niveau international. OK? C'est des ABC of Sign Painting. Malheureusement, ben pas malheureusement, mais en anglais par rapport au marché international.
Je donne des workshops. Il y a d'autres gens comme Mike Meyer aux États-Unis qui donnent des workshops. Lui, il fait ça pratiquement à temps plein. Il y a un organisme britannique qui s'appelle Better Letters. Eux autres, ils engagent des lettreurs pour pouvoir donner des workshops un peu partout sur la planète. Je vais aller jusqu'au Japon, aux Pays-Bas, partout, là, donner des workshops pour essayer de remettre ça sur la map, ce métier-là. Bien, c'est ça, mais justement, vu que la technologie est si présente, penses-tu qu'il y a quand même une possibilité, ou est-ce que pour toi c'est une utopie, ou c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ça ne reviendra jamais comme ça a déjà été, parce que la technologie est là pour remplacer le métier, mais il va toujours avoir une demande, d'après moi. Il va toujours avoir une petite demande, des gens qui veulent quelque chose fait à la main, qui veulent quelque chose créé à la main. Je ne sais pas ce que ça va être dans 20 ans, quel bord que ça va prendre. Mais écoutez, je m'étais mis un doigt dans l'œil en pensant de faire du Windows Splash pour le restant de mes jours, sans penser que l'ordinateur et la technologie avanceraient à ce niveau-là. T'sais. Il y a des effets que je crée qui aujourd'hui sont possibles, qui sont à la main, puis qui sont impossibles à faire l'ordinateur, comme je vous parlais du mur de briques que j'ai fait chez Harley-Davidson, vraiment fadé, puis tout, c'est la peinture. C'est plus la surface. Ça se fait pas à l'ordinateur, mais il va-tu avoir une machine dans 10 ans que tu vas arriver, là, puis te promener, puis ça va graver ça? Peut-être. Ça se peut. Peut-être, on ne sait pas là, quel bord que ça va prendre. Là. Mais d'après moi, il va toujours avoir de la demande. Écoutez, je suis obligé de... Oui, je gagne très bien ma vie, mais je suis obligé de voyager partout. Je fais 50-55 000 km par année pour réaliser mon métier. Parce que si je resterais dans ma région, le bassin est tout petit au Québec, là. Oui. C'est ça. Ah oui, tu sais, j'en fais un petit peu autour, là, mais tu sais, très peu. C'est peut-être 20 de mon chiffre, là. 80 de ton travail est fait à l'étranger. Ah oui, c'est en dehors. Oui, 80 c'est quand même beaucoup. C'est en dehors. La semaine, là, je suis rendu entre Québec et Trois-Rivières. La semaine passée, j'ai fait 2 jours à Trois-Rivières, une journée à Montréal. Là, cette semaine, laisse-moi penser une minute, je m'en vais lettrer à l'île Bizarre. Mercredi, je m'en vais pinstriper à l'île Bizarre. Parce que ça, c'est un autre corde que j'ai rajouté à mon arc. Là. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu faisais avec 3 cordes sur un arc. Tu as juste une flèche à garocher. Mais en tout cas, quelqu'un me l'expliquera un moment donné. Mais tu sais, je fais de la pinstripe comme ça, mais je fais de la décoration automobile aussi, là, des voitures antiques. Luc qui est là, Luc qui est le président de la Fondation du Musée des Pompiers, là, qui est un collectionneur puis vraiment un géant du patrimoine des pompiers du Québec, là. J'y ai strappé 2-3 voitures que j'ai faites là, à la feuille d'or, puis toutes les décorations dessus. Un peu l'exemple qui. Mais c'est pas tout à fait ça, mais je comprends. Là, c'est ça, c'est réellement ça. Okay. Ouais. Ça, là, regarde, on va faire une petite parenthèse. Là. Ça, là, c'est la reproduction des pièces de côté d'une. Ça, les projets les plus excitants que j'ai eus dans ma vie, c'est définitivement celui-là. C'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont une pompe à incendie à vapeur qui date de 1876. OK? Qui ont acheté cette année-là, puis ils en sont toujours propriétaires. Puis là, une dizaine d'années, il y a eu un projet de restauration pour restaurer la pompe à incendie. Puis c'est là que j'ai été en contact pour la première fois avec Luc, qu'on s'est parlé, puis que j'ai poussé mes connaissances dans le domaine, parce que quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque solide. Tu sais, je veux savoir pourquoi les ornements, pourquoi ils faisaient ça, comment ça se faisait, rencontrer les gens qui en font encore de ça. Puis, je me suis rendu compte que tous les trucks de pompiers, tous les camions de pompiers, les véhicules d'incendie étaient décorés avec la feuille d'or. Tout décoré avec la feuille d'or. Fait que j'ai reproduit tous les ornements pareils comme il avait fait en 1876 sur la pompe à incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est juste un échantillon que j'avais fait à l'époque, là, dans ce temps-là, là, une reproduction. Là. Ça, c'est de la feuille d'or. Quand j'aurai fini tantôt, là, je vous invite à la prendre et de la porter dehors, de la regarder au soleil. La brillance qu'elle a là, c'est spécial. Là. Fait que ça, j'en fais de temps en temps, la décoration de véhicules d'incendie. Je fais de la décoration de véhicules d'époque aussi. Dernièrement, j'avais un Buick 1908. L'été passé, j'ai fait un Oldsmobile 1904. À cette époque-là, il y avait de la ligne tout le tour. On appelle ça le pinstripe. Okay. C'est ça. De la petite ligne décorative tout le tour. Les coffres forts, c'était pareil. Il y avait de la petite ligne autour. Streamline, pinstripe, c'est pas la même chose, tu sais? Non, c'est pas la même affaire. Même qu'on a rentré un piano chez nous il y a un mois, OK? Puis en rouvrant le couvert, la pièce de fonte là, qui retient toutes les cordes du piano est toute pinstripée avec de la décoration. C'est à l'intérieur du piano. Là. C'est juste le gars qui accorde le piano qui va voir ça. Mais à l'époque, il y avait ce sens de la beauté-là, le sens de la décoration. Et voilà.
Et voilà, exactement. Oui. Mon chum qui a une boucherie à Québec, il a une vieille balance Toledo qui date du début 1900. Puis il y a toute la pinstripe tout le tour de la balance. Fait qu'à cette époque-là, il y avait des pinstripers qui travaillaient dans un atelier de balance. Il y avait un pinstriper, eux autres, toutes les balances qu'ils vendaient à grandeur de l'Amérique du Nord, il y avait une petite pinstripe dessus, une petite décoration autour. Alors c'est ça, aujourd'hui, on le fait avec les outils de lettrage de vinyle, là, la plupart du temps. Ouais. Je pense aux camions, là, justement, là, le lettrage sur les camions. Oui. C'est quand même rare qu'un camionneur va faire un lettrage à la main, non, sur ses camions? Oui, c'est rare, mais je n'en fais des camions dans les dernières années, j'en ai fait peut-être une quarantaine dans les 2 dernières années. Mais quand même. Vingtaine par année, oui. Ah oui, c'est bon, il y a comme une résurrection de ça. Okay. Puis, tu sais, pour en revenir à si je vis de ça, c'est des questions qu'on se pose tout le temps en tant qu'artisan. Puis comme je vous ai dit plus tôt, c'est tout ce que je sais faire. Il faut que je vive de ça. Moi, puis c'est dangereux des fois, là, parce qu'il faut que je pense. Je me dis, regarde, il ne faut pas s'abaisser parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, là, rendu à l'âge que j'ai. Je ne veux pas reprendre un autre métier. Puis, la nouvelle génération sont vraiment là-dedans. J'ai des clients qui n'ont jamais vu c'était quoi un lettreur. Ils en ont juste entendu parler, ils ont juste vu des vieilles photos à quelque part, puis ils sont déjà passionnés de ça. Moi, mes clients, allaient jusqu'à 4-5 ans, c'était tous des gens plus âgés que moi, qu'eux autres, ça leur rappelait leur jeunesse. Tu sais, j'allais lettrer le camion, puis dire, ah, moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, là, mon père avait un truck, puis il y avait un lettreur qui arrivait. Puis souvent, le lettreur, il arrivait avec sa caisse de bière. Puis là, quand c'était un bon lettreur, il arrivait avec une caisse de 12. Il s'assisait sur sa caisse de 12, quand il avait fini le truck, là, il avait bu sa caisse de 12. Ça je l'ai entendu bien des fois. Puis ça lui rappelait quelque chose, mais je me disais, moi, là, à un moment donné, là, ces clients-là, ils seront plus là, ils sont tous plus vieux que moi, il va falloir que ça se renouvelle. Les camions de transport, ça a renouvelé ma clientèle. Ça a renouvelé ma clientèle parce qu'ils sont tous jeunes. J'ai un camion à faire dans 2 semaines, le propriétaire a 25 ans, c'est le 3e camion que j'y lettre. Puis tu n'as pas fait aussi justement un vieux Westphalia, une fille de Montréal, là? Oui, Raplapla, les poupées, oui. Des poupées pour enfants. Oui. Raplapla, c'est Pierre qui a lettré son Westphalia. Oui, j'y ai fait 2 fois, ça. C'est ça, ça veut dire que peut-être que dans le fond, ce qui va sauver, entre guillemets, ou les gens qui vont encourager ces savoir-faire anciens-là, ce serait les nouvelles générations. Ça se pourrait-tu, ça? Oui. Ben, il faut falloir que ça soit ça. Mais on n'a pas le choix. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est que la génération des 20 ans aime... Dans le fond, tout l'enseigne, c'est le patrimoine des années 50, 60. Il n'est pas encore... En tout cas, c'est une opinion personnelle, j'avoue, là. Mais je trouve que le patrimoine des années 50, 70, selon moi, il n'est pas nécessairement dans l'esprit des conservateurs, les vieilles enseignes et tout ça. Comme ça, là. Ouais. Comme oui, ça, oui. qu'on voyait là, dans les années 60, là, dans les années 50-60, le fluorescent qui était super en mode. Là. Absolument. Les gens voient ça et ils pensent que ça fait... Non, c'était vraiment in. Là. Moi, j'ai lu beaucoup de revues de lettrage. J'ai peut-être une des plus grosses collections de livres qui traient au lettrage. J'ai pratiquement toute la collection de la revue Sign of the Times. Sign of the Times, ça a été la première revue de lettrage qui a existé. Ça existe depuis 1906. Moi, j'ai une collection qui part de 1927 aller jusqu'à les années 70. Fait que je vois tout. Puis dans les années 50, le fluorescent était vraiment à la mode parce qu'il y avait des échantillons qui inséraient dans les revues dans ce temps-là. Les couleurs fluorescentes. Ah oui, tout à fait. Hey, vous allez remarquer quelque chose ici, là. Quand je mets des tapes, les lettres rondes, ça, c'est une particularité que n'importe quel graphiste va savoir, que les lettres rondes, ils dépassent. Fait que quand j'enlève mon tape, ben, je suis obligé d'aller refaire, mais des fois, j'enlève mon tape avant, mais là, je jasais, puis je n'y ai pas pensé. Fait que là, il faut que je retourne aller corriger mon rond en haut et en bas pour que la lettre, elle dépasse en haut et en bas, puis qu'elle donne l'impression visuellement qu'elle soit de la même hauteur. Ça s'appelle l'œil du caractère. L'œil du caractère. La hauteur X. Oui. En fait, tout ce qui est haut, G en capitale, là, justement, les lettres rondes sont toujours un petit peu plus grandes. Sinon, optiquement, il aurait l'air défectueux, là, dans le sens qu'il serait trop petit. Avez-vous des questions? Des choses qui... Oui. L'enlever, c'est un camion du Easy Off à four. Oui, ça a été... Ça vient technique, ça, du Easy Off à four. Ça... Non, ça attaque pas la peinture du véhicule.
Dans une vitre, ça se gratte. Dans une vitre, c'est ça qui est le plus facile et c'est ta surface de prédilection que tu disais. Oh, Parce ben, que dans le j'aime ça. fond, tu te trompes, tu grattes, tu peux recommencer, mais sur une porte de camion, tu ne peux pas gratter. Donc, c'est pour ça que... Je l'ai déjà enlevé avec du thinner, du lacquer thinner. Ça fait un job aussi. Et c'est plus facile aux Easy Off. Parce que quand on était dans les années 80, les gens, des fois, ils achetaient un camion qui était lettré. Fait que c'est arrivé assez souvent qu'il fallait que j'enlève le lettrage avant de le lettrer. Ah, même si ça fait longtemps qu'il est lettré, le Easy Off enlève ça. Oui. Oh, oui. Puis là, d'ailleurs, une question qui m'intrigue, tu n'attends pas que ton jaune soit sec avant parce que tu es correct, tu as assez de maîtrise. C-H-E-2-S-E. Chèche. Et si tu chèches... Non, parce que j'y touche pas. Vous remarquerez que j'y touche pas pantoute. OK, il y a une petite distance, probablement. Oh, On ne voit pas à l'œil nu. Ça va quand même assez vite. Hein? Ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, de ce métier-là, mais surtout de voir travailler Pierre, c'est premièrement, il est solide comme un roc, il est droit, puis c'est un geste sûr, précis. Bon, c'est pas le premier là, qui a fait, c'est sûr, mais la maîtrise du geste est importante. Oui, tout à fait. Il y a de l'expérience. C'est ça. C'est les années. C'est les années. Ça fait quoi, 88 ça fait quoi, 2020 à 19... 32 ans. 32 ans. Et nous, ça fait 32 ans. Le caméraman, il m'a dit qu'il était venu au monde en 88 tantôt, juste pour me donner un coup de vieux. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ce qui décourage la nouvelle génération du lettrage. C'est que c'est long à apprendre. C'est pas facile. C'est pas un métier qui est... Quand les gens disent « ça a l'air facile », oui, c'est facile. Après 25-30 ans, ça commence à être facile. Mais c'est pas facile. Les premières années, c'est difficile, c'est long. On gagne de la vitesse avec le temps, de l'assurance de la main avec le temps. C'est pour ça que je ne sais pas s'il va y avoir de la relève. Écoutez, il y a Alexandre Saunier qui est venu prendre un workshop chez nous il y a 7-8 ans. Il est parti à son compte avec un autre gars à Montréal. Ça s'appelle Les Deux Lettreurs. Ils en font. Fait que, tu sais, il y a une petite relève là. C'est-tu du lettrage à main levée? C'est pas tout du lettrage nécessairement à main levée parce que sont dans la modernité. C'est un mouvement qui est difficile à contrer, ça. C'est que maintenant, je vais vous donner un bon exemple, là. En Angleterre, la plupart des conseils de ville, ils ont une réglementation pour que tout soit peint. Tout doit être peint dans le village. Ils appellent ça des high street. La rue principale, il faut que tout soit peinturé. La réglementation, c'est ça. Pas de néon, pas d'enseigne lumineuse. Non, c'est ça, peinturé. Mais dans la réglementation, ils ne disent pas désigner à la main. Il faut que ça soit peinturé. Fait que moi, j'ai des copains là-bas qui travaillent, puis ils me disent tout le temps, t'arrêtes l'ouvrage là-bas, parce que je pense à un moment donné, peut-être déménager là-bas, parce que c'est tellement traditionnel, puis ils ont tellement une histoire riche que j'adore l'Angleterre. Là. Je suis en amour avec la place. Sauf qu'ils travaillent les mains attachées tout le temps, parce que c'est des dessins qui viennent des designers graphiques. Fait que tout ce qu'ils font, c'est de la peinture à numéro, à tous les jours. Tu sais. Ben, c'est ça. À tous les jours, ils reçoivent le dessin. Ils reproduisent. C'est ça. Fait que, tu sais, il a reproduit l'Helvetica. Moi, je réussis à le faire. À petite échelle, je réussis à contrer cette vague-là, parce que ça arrive souvent que les designers m'envoient de quoi, ça prend ça carré comme ça. Non, je l'écoute, là. Ça, c'est de l'Helvetica. Ça, c'est un lettrage carré d'ordinateur. Moi, je vais faire mon propre bloc, là, à la place, là. Ça va être ça à la place, là. Si vous voulez que ça ait de l'air antique, je ne reproduirai pas de l'Helvetica. On va reproduire ça. Puis, dans 100% des cas, moi, ça passe. Tu sais, je réussis à dire... Mais parce que la vague n'est pas forte. Puis je réussis à la contrer au début. Là. Mm-hmm. Mais si ça serait aussi gros qu'en Angleterre, que les villes diraient, ben là, il faut que tout soit peinturé, ben moi, je ne suffirais pas à la tâche. Fait que là, il y aurait beaucoup d'autres jeunes lettreurs qui embarqueraient. Puis les autres, ils font ça. J'ai eu une estimation sur Facebook, là, un mois. J'ai donné un workshop en France l'été passé. En novembre l'année passée. Puis il y a un jeune qui est venu, Tristan Joret, qui a vraiment du talent en lettrage. Il est vraiment bon. Puis il a reproduit une murale qui, à première vue, est superbe. La murale, elle a environ 30 pieds par 20 pieds sur un côté d'un bâtiment. À première vue, elle est superbe parce que tu dis, hey, c'est un vieux design. Mais à minute que le 2 secondes d'excitation est passé,
Je me suis rendu compte, shit, c'est toute de la fonte d'ordinateur, ça, c'est toute de la typographie, ça, là. Il dit, ça marche pas. Fait que, tu sais, j'ai envoyé un message, mais lui, il l'a pris personnel. Ouais, mais là, on n'a pas le choix, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui nous est dicté. Non. J'ai dit, si tu veux protéger le métier puis dire que tu es un vrai peintre en lettres, il va falloir que tu comptes sur cette vague-là, que tu la repousses puis tu dises, non, moi, là, c'est du lettrage à la main que je fais. Je vais garder le design, mais je vais le reproduire à la main. Ça m'arrive dans les productions de cinéma. Beaucoup de productions de cinéma, je suis obligé de m'assiner parce qu'à cette heure, c'est un designer graphique qui désigne tout. Oh, ils font. Des fois, le film, il est settlé en 1932. Puis tout est fait à l'ordinateur. Maintenant, ils me connaissent. La plupart, le cercle des directeurs artistiques de Montréal, ils me connaissent tout. Fait qu'eux autres, ils m'envoient un basic de design. Puis là, moi, je fais le look que ça avait à l'époque avec leur base de design. Mais si je reproduis... Tu le refais complète. Ben, c'est ça. Et surtout dans un film. Écoutez, dans un film, si tu fais le design à l'ordinateur, tu veux le peinture à la main, tu aussi bien de mettre du vinyle, parce que le film, là, il ne verra pas le coup de pinceau. Là. Il va juste voir le design. Puis l'important, dans le lettrage, oui, c'est le pinceau, mais c'est le design, c'est l'ensemble. C'est quoi qui attire l'attention? C'est quelque chose, c'est le design. Tu sais, regarder comme ça, là, c'est le fun à regarder. Là, pourquoi? Parce que il y a de la vie, il y a quelque chose là. C'est pas du lettrage plate, là. Malgré que le lettrage n'est pas parfait, c'est pas clean, c'est pas impeccable. Mais le design attire notre œil. À l'époque, c'était ça. Alors, regardez, pensez-vous que les antiquaires seraient capables de faire de l'argent à vendre des cannes de tabac de 1942? Faut-tu que le design soit beau, ces cannes de tabac, pour que quelqu'un dise, regarde, moi, je vais payer 30$ la canne de tabac? C'est le design est là. Puis à l'époque, en plus, c'était tout du lettrage à la main. C'était un autre type de lettreur dans ce temps-là. C'était un lettreur d'atelier là, qui faisait ça sur papier, puis là, c'était reproduit d'autres manières. Oui, tout à fait. C'est ça. Si vous achetez une revue, ça, c'est un autre type de lettreur qu'il y a dans le temps. Si vous achetez des revues des années 30, 40, 50, toutes les en-têtes des articles, c'était tout fait à la main, c'était tout lettré à la main. À l'époque, c'était à mi-chemin entre un lettreur et un calligraphe, parce que c'était un lettreur qui travaillait sur une table à dessin avec des pinceaux, puis il faisait le titre, l'article. Les publicités, souvent, dans ces vieilles revues-là, toutes les publicités, souvent, sont faites à la main. Absolument. On a tout... Moi, je suis graphiste de profession, mais on a tout commencé à la main, hein? Ah oui? Exactement. Avant l'arrivée des ordinateurs. Là, je vais y aller avec un script. Vous allez voir que je prends un plus gros pinceau. En tout cas, tu pourrais te partir une business de pinceaux en poils d'écureuil dans les régions Montréal et des environs. Non, je suis pas sûr qu'il y aurait un gros marché. Ah, des écureuils, oui. On remarque que les écureuils, ils doivent dire ça de nous autres aussi. Là. Peut-être. Est-ce que tu travailles assis des fois? Ben oui, quand je travaille en atelier. Là. OK. Pas devant le monde, parce que j'ai de l'air paresseux. Non, quand j'ai l'occasion, là, oui, je travaille assis. T'sais. Si je travaille sur un véhicule, la plupart du temps, je vais être debout. Quand vient le temps de faire les numéros de permis, ces côtés, ben là, je réussis à avoir une bonne hauteur pour pouvoir m'asseoir. Mais les portes sont trop hautes pour moi. Et même les numéros de permis sont faits à la main. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait être fait en vinyle, mais... Avez-vous déjà vu une feuille d'or? Oui, ben c'est à 3 pouces 3,8 par 3 pouces 3,8. Ça arrive dans un livret. Il y a 25 feuilles dans un livret. Puis la feuille est mince. Mais quand je dis mince, c'est mince. Tu sais, les papiers de plomb là, de cigarettes, de paquets de cigarettes de 30 ans, là. Bon, ben une feuille d'or, c'est 100 fois plus mince que ça. Ça a un 350 millième de pouce d'épais. Assez que quand on fait de l'or dans une vitrine, on voit au travers. On voit au travers l'or. Fait que l'or, quand on ouvre le livret, il faut être vraiment délicat. Il ne faut pas qu'il y ait de ventilation nulle part parce que ça part au vent tellement que c'est léger. Là. Fait que moi, ce que je vais faire sur un véhicule ou sur une surface plate comme ça, je vais lettrer, je vais faire mon lettrage, mais on appelle ça du mordant, du gold size. Là. C'est une colle en réalité, là, je vais lettrer. Puis je vais attendre que ça soit sec, mais juste assez sec pour qu'une mouche se dépose dessus et qu'elle soit capable de se décoller puis qu'elle n'aille pas plein les pattes. Autrement dit, il est quasiment sec, là, mon gold size. Là.
Puis là, je vais prendre la feuille d'or avec... c'est le même type de pinceau, en réalité, là, mais il est ça de large. Il y a 3 pouces et demi de large. C'est du poil d'écureuil. Puis je vais le charger avec de la statique, puis je vais le faire lever ma feuille d'or avec ça, puis je vais aller la déposer sur le véhicule. Puis après, ben, tout ce qui reste autour, ben, là, je vais le polir. Sur un véhicule, souvent, on appelle ça engine turn. Ça veut dire que l'or est comme bouchonné. Tu sais, j'ai une boule de velours, puis je vais aller graffiner l'or en surface, faire des petits ronds dedans pour qu'elle donne plusieurs réflexions avec le soleil. OK. Ce qui ne se faisait pas sur des véhicules de pompiers antiques. Surtout que ça, cette technique-là est arrivée au milieu des années 50. C'est assez délicat. Il y a un vernis qui s'applique. Sur un véhicule, il y a toujours un vernis qui s'applique sur l'or. Oui, c'est ça. Oh. 7-8. 7-8 à peu près. Qu'est-ce que c'était quoi votre question? Combien de livrets? Ah, de livret. Ouais, là, il y a une pompe, il y a une Waterus 1915, toute décorée à feuilles d'or. Puis ça, c'est la feuille d'or. Ouais. C'est la feuille d'or dans la vitre. On va commencer tout de suite après. Ah, tabarouette. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'heures, tu sais. Un véhicule, une pompe incendie dans l'antique comme ça, c'est à peu près 150 heures d'un bout à l'autre, là. Les roues. Les roues. Parce que là, j'ai réussi à convaincre Luc. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que je rencontre des passionnés qui aiment ça recréer l'époque aussi. Puis souvent, les gens, ils restaurent des antiquités, mais avec les techniques modernes, avec les peintures modernes. Mais en 1915, c'était peinture au pinceau. À ce temps-là, c'était peinture au pinceau, puis c'était poli beaucoup plus tard. Puis tu sais, il y avait plusieurs couches de pinceau. J'ai réussi à convaincre Luc, écoute, on n'envoie pas ça au body shop, shooter ça à l'uréthane, là, comme moderne. Là. Ils ont peinture ça au pinceau d'un bout à l'autre. Fait qu'il m'a emporté ses roues en premier. Il y a 7 couches d'émail au plomb sur les roues. Wow. C'est calculé à peu près à 3-4 heures de la couche. Juste sur les roues, les sablages entre chaque. Là, tu sais. Non, mais c'est ça la nuance aussi. Là. Dans le fond, toi, ton gros compétiteur, c'est toujours les budgets, parce que quelque chose fait à la main versus quelque chose fait à l'ordi rapidement dans le style fait à la main. Il y a ça aussi là, qui rentre en considération. Là. Quand je lette un véhicule de transport, quand je lette un véhicule de transport, là, mes clients, ils payent 5 fois le prix que ça leur coûterait de le faire au vinyle. Absolument. J'en doute pas. Ça, le script que je fais là, c'était le style de lettrage que tu pourras reconnaître le lettreur par ce style-là. C'était le style vraiment personnalisé des lettreurs. Le bloc qui est la base, qui est un lettrage assez technique. Ben, tous les lettreurs avaient un bon bloc, mais c'était difficile de reconnaître un lettreur par son bloc. Mais le script, ça trahissait le lettreur qui avait fait la job souvent. Ça vous des bonnes oreilles, vous pouvez entendre les poils du pinceau frotter sur la surface. Ça prend des maudites bonnes oreilles. Il faut entendre les écureuils souffrir. C'est un métier qui est quand même, qui se passe dans le silence, Pierre, ou tu écoutes du Iron Maiden en travaillant, toi? Ouais, ça peut être du Iron Maiden, ça peut être du Frank Sinatra, ça peut être du Bach, ça peut être... Oh oui. Tu n'as pas besoin d'être dans le silence? Non. Mais ça demande quand même une concentration un peu? Oui, ça demande de la concentration. L'étape de création demande de la concentration. Quand on est rendu à jouer du pinceau, ça ne demande plus de concentration. Pas après 32 ans, là. Ça, officiellement. Là. Un coup que la job est créée, ça arrive souvent que quand il va falloir que je trouve une idée, puis savoir comment que je m'enligne avec ça, bien là, je vais tout fermer la musique, puis je vais me concentrer là-dessus. Mais quand que je sors les pinceaux, ben là, c'est le party. Là.
Non, il y a encore deux, trois autres compagnies là, qui. Il y en a qui sont en liquidation. Il y avait Lang Nickel, qui est une grosse compagnie de pinceaux qui a été rachetée par Royal quelque chose. Là. Je ne me rappelle plus du nom exact. Là. Mais ils ont des bons pinceaux à lettrage aussi. Il y a Mac, il y a Sharp qui en produisent encore. Puis il y a deux, trois indépendants en Grande-Bretagne aussi qui en font encore. Oui, c'est ça. Ouais. OK. C'est quoi qui t'ont envoyé? Ouais, Kafka, si tu commences en lettrage, n'utilise pas ces pinceaux-là. Là. Bon, non, c'est pas des pinceaux à lettrage, c'est plus pour le pinstripe. Parce qu'il dit que c'est pour le lettrage, mais Kafka, c'est pas un lettreur. C'est un pinstriper. Fait que lui, les pinceaux à lettrage, les poils sont longs en tabarouette, c'est difficile à contrôler. Là. C'est comme ça, là, regarde. C'est long, ça prend de l'expérience. Là. Fait que moi, je conseille jamais ces pinceaux-là pour commencer. Non, pour commencer, là, tu pognes une coupe de Mac, là, eux autres que j'ai ici, là, je pourrais venir les voir plus tard, là, un petit peu. Là. Comme ça, là, c'est pas pire. Là. C'est un Mac 1962. Là. Ça va bien, ça va super bien. Ça. C'est cheap en plus. Là, quand tu commences, là, tu commences avec deux, trois pinceaux. Hein, tu ne te casses pas le bloc. Là. Parce que ce qui va mal au début, c'est pas le pinceau. C'est celui-là qui conduit le pinceau. Et moi, j'ai un meilleur exemple pour ça. Hein. Je suis allé, quand j'ai commencé à jouer au golf, puis je ne suis pas un joueur de golf. Là. J'ai joué au golf à peu près 60 fois dans toute ma vie. Là. Mais quand j'ai commencé, mon voisin d'en face, c'était un gars qui faisait le par là, régulièrement. Là. Il n'a pas d'handicap. Là. Il jouait en tabarouette. Et je lui dis, j'ai besoin de tes conseils pour acheter un set de club de golf. Il dit, parfait. Fait que lui, il m'a emporté chez Canadian Tire. 80 pièces le set. Ben là, je dis, gars, je ne suis pas si pauvre que ça, là, capable de mettre. Non. Il dit, gars, achète ça. Il dit, quand tu vas jouer 90 avec ça, tu changeras de bâton. Il dit, en haut de 90, il dit, les bâtons ne feront pas de différence. Fait que j'ai traduit ça au pinceau, tu sais. J'ai traduit ça au pinceau. Est-ce que tu es débordé ces temps-ci? Pas pire, oui. Oh, il y a de l'ouvrage, c'est régulier. C'est régulier. À la minute que ça tombe tranquille, c'est jamais pour longtemps. Je suis pas à plaindre, regarde, je fais du bois là, pour que ça dure. Là. Mais tantôt, attends, je vais juste spécifier quelque chose. Tantôt, quand je t'ai demandé 80% à l'extérieur c'était pas à l'extérieur de Québec, c'était à l'extérieur du Québec. Ah non, moi, c'est à l'extérieur de Québec. De Québec, OK, c'est ça. Ah non, pas du Québec. Là. Parce que t'as pas, tu disais que c'est ça, mais est-ce que, à part de faire des workshops à l'étranger, est-ce que des fois tu es engagé à l'étranger? Ben, officiellement, là, quand je vais en Europe, parce que ma conjointe est britannique, fait que quand je vais là, des fois, je vais donner un coup de main à un de mes chums là-bas, en lettrage. Mais tu sais, c'est juste donner un coup de main. J'ai pas de job officiel là-bas. Mais là, j'étais supposé d'aller en France en novembre pour aller lettrer 3 camions. Un collectionneur, imaginez-vous donc, un collectionneur français qui a des camions américains. Et lui, il veut le style américain. Je l'ai référé à des très bons lettreurs français. Des peintres en lettres, parce que là-bas, on n'appelle pas ça un lettreur, on appelle ça un peintre en lettres. C'est pour ça que le mot lettreur, il n'est pas dans le Larousse. Non. J'ai dessiné beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de cartoons, de la bande dessinée. Je vous dirais qu'à 10-12 ans, je m'enlignais quasiment sur une carrière de dessinateur de bande dessinée tant qu'à moi, là, parce que je dessinais tout le temps, mais je ne sais pas si j'avais vraiment ce talent-là. Hein. Je suis pas sûr que j'étais assez bon pour ça. Assez que maintenant, tout ce qui est d'illustration, je n'en fais pas. J'en fais pas. À un moment donné, on connaît ses limites. Mais oui, il y a beaucoup de lettreurs que j'ai connus qui faisaient de la peinture à l'huile. Là.
Il y avait Guy Têtu à Québec de Enseigne Têtu, qui est encore ouvert, là, mais maintenant, c'est une grosse compagnie informatisée. Là. C'est ses fils qui ont ça. Guy est mort l'année passée, je pense. Et lui, c'était un peintre assez réputé dans la région de Québec. Ouais, ben, moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de lettreurs qui faisaient de la peinture à l'huile parce que c'est un métier artistique que je réalise, mais on est des artistes commerciaux. Hein. Fait qu'on travaille avec les contraintes du client, tout le temps. Quand tu fais une peinture à l'huile, tu travailles sans aucune contrainte. Si tu veux mettre un canard dans le lac là-bas, tu mets un canard. Puis si tu veux mettre un noix à côté, tu mets un noix parce qu'il n'y a personne qui va te dicter quoi faire. Puis c'est pour ça que je dis, j'aime ça de temps en temps m'asseoir dans mon atelier puis lettrer des choses pour moi. Parce que ça me permet une liberté de création. Là. Non. Non. J'ai déjà pensé, là, mais ça n'a pas passé à l'Assemblée du Conseil. Oui, c'est ça. Sa blonde le retient. Quand même, ça a été assez rapide, là, faire ça. En plus, c'était pas tracé au préalable. Tu es arrivé ce matin, puis la porte était vierge, là. Hey, écoute, ça s'est fait quand même. Je vais parler d'Alain Tondreau plutôt, OK? Puis Alain, qui était un lettreur là, qui était peut-être 2 fois ma vitesse, là, il m'a toujours dit, il disait, écoute, moi, mieux que les ordinateurs soient plus vite que moi, c'est garanti que je vais m'acheter un ordinateur. À la fin de compte, il a lâché le métier. Mais il était réellement plus vite qu'un ordinateur, parce que quand il arrivait sur un véhicule, c'était tout à main levée de même. Puis c'était fini en dedans de 3-4 heures, là, tandis que s'asseoir devant l'ordinateur, le designer, le sortir, le découper, mettre le vinyle, le peler, puis aller le coller, ça revient pratiquement au même. Ouais. Là, j'ai pris un tout petit pinceau pour faire un petit contour de lettre. Oui. Oui. Oui, j'essaie de trouver un exemple parce que me semble que c'est arrivé dernièrement. J'ai des problèmes de mémoire des fois. Oui, c'est arrivé. Là, tu as sorti Non, mais voyons. Non, ben, si tu t'en rends compte avant que ça soit chausse, t'enlèves ça au varsol. Quand c'est sec. Puis quand c'est sec puis c'est là depuis un bout, là, ça prend du easy off. Là. Ah oui, ça arrive. Je fais des posters d'épicerie à toutes les semaines pour l'épicerie Roset. C'est une épicerie de quartier sur la rue Maguire à Sillery, dans le Haut-de-Québec. Puis ça fait 14 ans que je fais ça. Puis les spéciaux de la semaine. Il y a 7 affiches de 22 pouces par 28 pouces. Réglementation de la ville oblige. Puis il y a 2 spéciaux par affiche. Supposons le miel Labri, 1 kg à 7,99 $. Puis le fromage mozzarella Saputo à 2,29 $ du paquet. C'est ça que je fais toutes les semaines. Là, depuis... Puis ça, je vais réellement m'élever sur les posters. Écoutez, les posters, c'est un carton, c'est un cardboard là, que j'achète. À cette heure, je les prends chez Dollarama parce qu'ils ont la bonne grandeur. La ville, il nous permettait 23 pouces par 29. Puis la grandeur officielle d'un show card, ce qu'on appelle un show card, c'était un show card, là, c'était ce qui annonçait à peu près n'importe quoi, aller jusqu'à la mort des show cards, c'est arrivé avec les ordinateurs, les photocomposeuses. Quand ils étaient capables d'imprimer en plus grand, à pas cher. Ça a été la mort des show cards. Mais aller jusqu'à des années 70, un show card, ça servait pour annoncer une vente. On rentrait chez Eaton, il y avait un show card, c'était un carton qui était lettré à la main, vente sur les robes, tu sais, 50 %. Fait qu'il y avait une grandeur standard qui a été standardisée à la grandeur de l'Amérique du Nord pour les show cards. La grandeur show card, c'était 22-28. Fait que quand vous allez acheter un carton chez Dollarama ou quoi, ça va souvent avoir 22-28. Fait que mes posters, ils ont cette grandeur-là. Fait que moi, j'ai un stencil pour ça. Juste pour tracer mes lignes. Puis mon carré où est-ce que je mets mon prix. Fait que je mets mon stencil, je fais juste tracer mes lignes, puis là, je vais vraiment à main levée. Je le lis, puis je vais à main levée. Je l'écris. Là, dans 10 minutes environ, si vous êtes encore style, je vais écrire Grondine en cartoon, là, en cartoon style. Là. Vous allez voir que ça va vite, ce lettrage-là. Là. C'est vraiment rapide. Là. Ça fait 14 ans, à tous les lundis ou les mardis, là, que je fais ces posters-là.
Puis lui, il pourrait les imprimer, mais il préfère... Il aime ça fait à la main. Dans l'épicerie, il n'y a pas de vinyle, il n'y a pas rien. Tout est fait à la main. Les vitrines sont lettrées à la main. Puis, Fait que ça, tu ne traces pas au ah, préalable. non, il n'y a pas de traçage avant. OK. C'est quand même, il y a un équilibre dans tout ça, là, au niveau typographique et tout. Style de lettrage. C'est pas de la typo. Style de lettrage, pardon. Bon, c'est sûr que sur un véhicule, je me mesure plus que ça. Mais là, pour les besoins de la démonstration, on va aller plus rapide. PQ. Gronzine PQ. Hein? Par là de saphir. Oui, ça va être assez rapide. Hein? Pendant que Pierre lettre son grondine, moi, je vais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans notre jolie petite église et d'avoir participé. Vous voyez les œuvres incroyables tout le tour. Ça, là, les vitraux comme ça, vous voyez du lettrage Pierre, extraordinaire aussi. Quand il est arrivé, la première chose qu'il a remarqué, c'était justement le lettrage au bas des vitraux. Ah oui, j'étais passionné de ça aussi, les beaux vitraux comme ça, là. Ça, ce style de lettrage-là, je l'ai carrément volé à Jean-Louis Tremblay, de la région de Québec. Jean-Louis, avec qui je parle encore au moins une fois ou deux par année. Jean-Louis est venu travailler pour moi pour environ une dizaine d'années. Lui, il a fait les posters. Il a commencé à faire du lettrage au début des années 70. Puis il y avait vraiment, vraiment un beau... lui, il appelait ça un penché. Là. Il y avait toutes sortes de... Il y en a qui appelaient ça un cartoon. Lui, il appelait ça un penché. Puis Jean-Louis, c'est peut-être l'être le plus paresseux que je connais. Je ne suis pas gêné de le dire parce qu'il vous le dirait. Hein. Puis il y avait une manière de le faire que j'ai remarqué. J'ai dit, il ne se casse pas le bloc bien parce que c'est toujours les mêmes traits qu'il reproduit tout le temps. Il y a une consistance dans son cartoon qui est incroyable. Puis je l'ai regardé souvent parce que lui, il faisait les posters de temps en temps. Pas de temps en temps. Souvent, quand je ne voulais pas faire les posters, lui, il faisait les posters d'épicerie, je vous parlais plus tôt. Puis je le regardais aller, j'ai dit, regarde, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu sais, marcher d'ici à là, ça y prend une demi-heure, mais quand il s'assisait devant quelque chose, le pinceau, il allait vite en tabarouette, ça. Puis il y avait une manière de le faire, c'est ça que je dis que c'est l'avantage. Henry Ford a toujours dit, faut engager la personne la plus paresseuse, parce que c'est celle-là qui va trouver la manière la plus facile et la plus rapide de faire les choses. Puis ça, c'est mon exemple, c'est Jean-Louis. Puis son cartoon, là, regarde, vous verriez le sien, puis vous diriez c'est la même affaire, c'est pratiquement pareil. Je l'ai copié. C'est avec le temps, je l'ai copié. Il y a des légères différences avec le temps que j'ai. Tu sais, à un moment donné, je m'éloigne parce que je me tiens un peu avec. Puis lui, ça a été le genre qu'à 62 ans, il a lâché le pinceau. Puis là, ça fait 8 ans. Écoutez, j'ai offert 200$ à l'heure venir faire les posters une fois parce que je m'en allais en vacances. Puis j'avais besoin de quelqu'un pour les faire. Puis il a refusé. Tu sais, vous dire qu'il ne veut plus rien savoir du pinceau. Lui, c'est fini. Il dit non, je ne touche pas à ça, c'est fini. Passé. Mais j'y en doué beaucoup par rapport à ce style-là qui m'a laissé. Ça, la raison du manche-court, c'était pour réaliser des longues lignes sur les côtés des carrioles à cheval. La raison des longs poils, c'est la contenance de la peinture pour faire la plus longue ligne possible. Fait qu'il charge plus. La tenue du pinceau aussi, qui se tient dans la main pour pouvoir stabiliser notre main. Arrêtez de respirer. Je vais faire une C'est ligne guide. fou, hein? Souvent, ce que je vais faire, supposons sur un véhicule, je vais me faire une ligne au tape, le plus droite possible, puis je vais suivre visuellement cette ligne-là. Tu seras pas, tu vas te laisser une petite distance, mais au moins, ça va t'aider comme guide. C'est ça.
Ça, c'est un métier qui n'existe plus au Canada. Mais aux États-Unis, je connais au moins 3 personnes qui gagnent leur vie à se promener d'une cour de concessionnaire à l'autre, juste pour faire des lignes. Sur les côtés des Cadillac ou même des Nissan. Ils font juste des lignes. Puis je suis allé passer, il y a 2 ans, je suis allé au Texas, je suis allé passer une journée complète avec Brett Rogers. C'est un gars qui gagne sa vie juste à faire ça. Et lui, il fait le côté d'une voiture en 8 secondes. Quand il part là, d'un bout, là, il marche jusqu'à l'autre bout. Puis moi, je pensais que j'ai dû une journée avec, je t'habille sur un pinceau, il va être pas pire. D'après moi, il va le faire en 14 secondes. Bien, je suis obligé de me reprendre 4 fois encore. Il dit, Pierre, c'est 20 ans. Il dit, oublie ça. Il dit, ça va te prendre 20 ans à le faire d'un bout à l'autre comme je le sais. Lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Fait que c'est en ligne, là, son pinceau. Là. Fait qu'il y a une journée qui a été capable, son record, il a été capable de striper 93 Cadillac. Ligne double de chaque côté. C'est vite en tabarouette. Puis c'est droit, là. Mais il faut faire ça. La précision du geste, l'assurance. Faut pas que tu hésites, là. Non. Est-ce que tu respires présentement? Oh, ben oui, parce que sinon, c'est quoi qui arrive à quelqu'un qui ne respire pas? C'est ça ton yoga, en fait. C'est comme une forme de yoga. Oui, non, c'est ça. Avec une paille. Bon, ben c'est ce qui conclut. Avez-vous d'autres questions? Monsieur, bravo. Merci. Merci d'être venu. Vraiment, bravo, Pierre. Moi, je trouvais que c'était quand même rare qu'on puisse rencontrer un lettreur puis le partager avec les gens comme ça. Puis, Si vous rencontrez un lettreur, là, prenez-en soin, première des choses. Là. OK? Un vieux lettreur, félicitez-le. Puis donnez-moi son nom et son numéro de téléphone. Parce que j'aime toujours ça, rentrer en contact avec eux autres pour des histoires, des fois, mais surtout, comme un petit vautour qui se promène au-dessus de la peinture puis des pinceaux qui traînent à quelque part. Ça, j'ai beaucoup de pinceaux puis de kits, comme ma boîte brune en arrière, là, elle a appartenu à Jean-Paul Gaumont, un des lettreurs de la région de Québec. Là, puis lui, c'est lui qui m'a appelé là, 7-8 ans, puis il m'a dit, Pierre, si tu veux mes pinceaux. Là. Ah non, il m'a pas appelé, je pensais ça. Jean-Paul, c'est un personnage assez spécial. Là. Il jouait de l'accordéon dans le Vieux-Québec. Puis je l'ai vu jouer de l'accordéon pour le fun. Lui, il aimait ça jouer de l'accordéon. Puis là, je lui ai demandé s'il faisait encore du lettrage. Puis il dit, ben non, il dit, Pierre, il dit, moi, il dit, je suis plus capable, je joue plus clair. Il dit, je joue plus clair. Il dit, si tu veux mes pinceaux, il dit, gars, il m'a tout te vendre ça, moi, là. Ça n'a pas été long. 3 jours après, j'étais chez eux. Puis j'ai ramassé sa boîte. Puis si vous ouvrez la boîte, vous allez voir une photo de Jean-Paul quand il m'a vendu ses pinceaux, là. C'était vraiment un bon lettreur, monsieur. Fait que si vous connaissez des lettreurs, il y en reste encore des vieilles personnes ici et là. Écoutez, moi, je prétends que je suis le seul qui fait ça à temps plein, parce qu'il y a des lettreurs qui restent ici et là, mais qui ont adopté l'ordinateur. Fait que 80% du temps, ils font l'ordinateur, puis de temps en temps, ils sortent les pinceaux, tu sais, pour une job ou deux de temps en temps. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup, tout le monde.